Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat de France 24. Le sommet du G7 s'est poursuivi ce lundi dans les Alpes bavaroises, au sud de l'Allemagne. Et c'est bien sûr la guerre en Ukraine qui était au cœur des discussions. Les 7 pays les plus industrialisés de la planète ont réaffirmé leur aide à Kiev. Ils ont promis de continuer à soutenir le pays dans tous les domaines aussi longtemps qu'il le faudra. Ce matin, par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky leur a demandé de faire le maximum pour mettre fin à la guerre avant l'hiver. Mais est-ce réaliste alors que la Russie poursuit son avancée à l'est, dans le Donbass? Y a-t-il un risque, après 4 mois de guerre, d'une fatigue du camp occidental? Comme l'a évoqué hier Boris Johnson, le Premier ministre britannique, les sanctions mises en œuvre jusque-là par les Occidentaux ont-elles déjà un impact sur Moscou et peuvent-elles vraiment changer le cours de cette guerre? On va en débattre avec nos invités ce soir. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Michel Olagaraï, vice-amiral, ancien commandant de l'école navale. Bonsoir. Bonsoir. Christian de Boissieu, en plateau également, professeur émérite à l'Université Paris 1, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Et par Skype de Kiev, Tetiana Ogarkova, journaliste ukrainienne, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Tetiana Ogarkova, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On va d'abord prendre la direction de Garmisch-Partenkirchen, au cœur des Alpes bavaroises. C'est là que se tient ce G7 en ce moment. On va y retrouver Bruno Darou, pas Benoît, Bruno, notre envoyé spécial. Bonsoir. Ce G7, clairement, il a pris des allures de conseil de guerre aujourd'hui pour soutenir l'Ukraine. Oui, absolument, Claire, pour soutenir l'Ukraine et puis aussi pour envoyer un message d'extrême fermeté vis-à-vis de la Russie, puisque lors de ce Conseil, il s'agissait de montrer que les dirigeants occidentaux pouvaient encore décider de nouvelles sanctions et combattre en fait l'influence russe en Ukraine. Alors, la solidarité avec l'Ukraine, elle a été affichée dans un communiqué, le temps qu'il faudra, vous l'avez dit, une aide militaire, diplomatique, humanitaire qui sera déployée par les dirigeants du G7. Des livraisons d'armes aussi, comme le réclame le président Zelensky, qui s'est invité ce matin à la session de travail avec les dirigeants du G7 et qui a estimé effectivement qu'il fallait aller très vite. Donc on comprend qu'il réclame aux Occidentaux une aide militaire accrue pour que la guerre puisse se terminer avant l'hiver. Son raisonnement, en fait, c'est que si l'hiver arrive et que la situation militaire n'est pas réglée, eh bien le front sera gelé à cause de cet hiver très rude en Ukraine, et ça veut dire donc que ça repartira au printemps. C'est en tout cas le souhait du président Zelensky. Les Américains qui ont déjà fourni des armes, les Français, les Allemands aussi, les Américains disent qu'ils pourraient fournir des missiles sol-air assez vite pour aider les Ukrainiens. Donc effectivement, ça a été au cœur de cette journée. Il y a quand même eu d'autres thématiques du G7 qui ont été abordées avec les pays du Sud qui ont été invités, comme l'Inde ou l'Indonésie. Par la Russie en Ukraine, puisque ils sont en train d'en discuter de crise alimentaire notamment. Il y a eu quand même des petites dissensions au sein de ces dirigeants du G7. Le G7 qui reproche notamment à la Russie de provoquer une crise alimentaire mondiale, Bruno. Oui, alors dans le communiqué, le G7 condamne le fait que la Russie bloque, donc c'est à peu près 22 millions de tonnes qui sont dans le port d'Odessa, prévient aussi les pays qui encourageraient cette insécurité alimentaire de concert avec la Russie de sanctions. Ce n'est pas vraiment précisé. Et puis sur les sanctions quand même contre la Russie, je voulais quand même y revenir un instant. On sent notamment que le débat sur le plafonnement du prix du pétrole ne fait pas l'unanimité, notamment entre les Américains et les Français. L'idée, en fait, c'est d'éviter un emballement spéculatif de ces prix du pétrole consécutif à la décision des Occidentaux de ne plus importer progressivement de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Et évidemment, donc ça crée
automatiquement en fait un effet spéculatif. Alors les Américains disent qu'il faut plafonner le pétrole russe. Les Français notamment disent oui, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant en fait. Il faut que d'autres acheteurs acceptent aussi un prix plafonné du pétrole. Alors ils pensent notamment à deux gros acheteurs du pétrole russe, l'Inde et la Chine, qui ont fortement augmenté quand même leurs achats de pétrole auprès de la Russie, ce qui fait que certains économistes estiment que pour le budget russe, en fait, les recettes venant du pétrole n'ont pas tellement baissé pour l'instant à cause de ces achats de pays comme l'Inde ou la Chine. Merci beaucoup, Bruno Darroux, notre envoyé spécial à Garmisch-Partenkirchen. On va en reparler dans quelques instants de ces sanctions occidentales contre Moscou. Mais avant d'en débattre, j'aimerais qu'on fasse un point sur la situation sur le terrain en Ukraine. Ce G7, il se déroule alors que la Russie gagne du terrain dans le Donbass, à l'est. La ville clé de Severodonetsk est tombée la semaine dernière et Lysychansk devrait suivre. Regardez. Un toit en feu, un nuage de fumée noire et des Ukrainiens sous le choc. Un missile russe s'est abattu sur ce centre commercial. Selon le président ukrainien qui a relayé cette vidéo sur son compte Facebook, plus de 1000 civils étaient sur place au moment du bombardement. Le centre commercial est en feu. Les pompiers combattent l'incendie. Le nombre de victimes est impossible à imaginer. Il ne représentait aucun danger pour l'armée russe, aucune valeur stratégique. Seulement des gens qui tentaient de vivre une vie normale, ce qui irrite tellement l'occupant russe. Il est vain d'espérer une quelconque humanité de la part de la Russie. À 500 km de Kremenchuk, les mêmes fumées épaisses s'élèvent dans le ciel. D'est en ouest, les combats s'intensifient en Ukraine. Dans les rues désertées de Lysychansk, au nord du Donbass, les tirs de lance-roquettes retentissent. Les militaires ukrainiens s'éloignent vers le front à bord de véhicules blindés. La situation est difficile, mais nous tenons nos positions. C'est dur. Près de 100 000 habitants résidaient à Lysychansk avant la guerre. Les évacuations se poursuivent. Lysychansk, c'était une horreur. On ne pouvait plus endurer ça. Il y avait tellement de bombardements, de maisons détruites. Lysychansk va-t-elle tomber comme la ville voisine de Severodonetsk? Seule une rivière sépare les deux cités. Les ponts ont été détruits. Cette progression sur le terrain est cruciale pour la Russie. Si Kiev perd ce bastion industriel, c'est la moitié du Donbass qui serait sous contrôle de l'armée russe. Tetiana Ogarkova, vous êtes à Kiev. On l'a dit, il y a eu une nouvelle frappe dans le centre du pays aujourd'hui. Il y a eu aussi des frappes à Kiev hier qui ont touché une zone résidentielle. Qu'essaye de faire la Russie? La Russie essaye de faire peur alors qu'a débuté ce G7 et que les Occidentaux tentent d'accentuer la pression contre Moscou. Oui, tout à fait. Depuis 4 jours déjà, en fait, on constate l'intensification de frappes par missile et il est bien sûr question de cet affreux attentat à Kremenchuk, région de Poltava, il y a quelques heures aujourd'hui, aussi Kiev, mais avant Kiev, il y avait 20 missiles qui ont tombé sur un village à 150 km de Kiev, Disna, Tchernigiv, Jytomyr. Donc depuis 4 jours, c'est très symptomatique, on voit l'augmentation en nombre de ces missiles parfois lancés, attention, c'est important, depuis le territoire de Biélorussie, depuis les avions, c'est-à-dire il s'agit de missiles qui arrivent depuis les avions, et aussi un certain nombre de missiles, notamment sur Kiev, ils ont lancé 14 missiles depuis la mer de Caspie, ça c'était 14 missiles dont uniquement 4 ont atterri sur la capitale ukrainienne. On relie ça, donc on se pose des questions, mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, puisque c'est vrai que depuis un certain temps, Kiev, en tout cas, était épargné de ces frappes de missiles et même on ne constatait pas un nombre de missiles comme ça. On lie cela notamment à des succès en fait de l'armée ukrainienne dans le bassin de la mer Noire, puisque juste avant, il y avait cette attaque de l'armée ukrainienne contre les plateformes d'extraction du gaz qui était importante pour l'armée russe comme des plateformes pour renseignement, mais aussi contre l'île de Serpent, en fait, qui a été, suite à une opération militaire de l'Ukraine, était
presque à ce moment-là, je peux me tromper, mais parce que l'opération est en cours, mais en fait, elle est presque rasée en fait de la présence russe. Donc ensuite, il y avait bien sûr des menaces que la Russie allait frapper sur ce qu'ils appellent le centre de la prise des décisions. Paradoxalement, on se retrouve avec l'école maternelle détruite à Kiev, qui est représentée comme centre de la prise de décision, malheureusement, ou comme le centre commercial. Aujourd'hui, à Kremenchuk, il y avait 1000 personnes. Il pouvait y avoir 1000 personnes présentes au moment de la frappe. Donc, c'est une tactique de la vengeance. Et je peux confirmer, parce qu'on a beaucoup voyagé en Ukraine, que cette tactique de la vengeance contre les succès, contre la résistance que l'armée russe rencontre sur le terrain, ça existe. Par exemple à Borodianka, le village qui est situé au nord de Kiev. Ils ont bombardé dans les premiers jours de la guerre les immeubles de plusieurs étages. Ils ont lancé des véritables bombes sur des immeubles civils. C'était clair et net, c'était civil, pour se venger sur la résistance qu'ils ont rencontrée sur le terrain. Donc, c'est lié à cela, mais bien sûr, c'est aussi lié comme le signal en fait à G7, aussi le signal à l'Union européenne globalement, puisque jeudi dernier on a reçu cette nouvelle sur le statut de candidat enfin accordé à l'Ukraine. Donc c'est une espèce de montrer que la force peut peser plus que les décisions de l'Ukraine ou les décisions de la civilisation, on va dire, occidentale. Donc, c'est le moment de dire si on serait d'accord. Et que la Russie peut frapper partout. Michel Olagaray, on voit, intensification des bombardements, des prises à l'est, dans le Donbass, Severodonetsk, peut-être bientôt Lysychansk. Clairement, Volodymyr Zelensky a pressé les Occidentaux de faire le maximum pour arrêter la guerre d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est réaliste ? Alors d'abord, deux remarques. La première, c'est que bombarder partout en Ukraine est une stratégie de la Russie, c'est-à-dire maintenir sous pression à la fois le sentiment de résistance et autres. Donc ça, ils le font régulièrement à Lviv et autres. Et surtout là, en parallèle de ces événements diplomatiques, notamment ce G7. Et la deuxième, bien sûr, c'est que actuellement se tiennent alors successivement une quantité d'événements et de réunions, comme l'Union européenne qui a admis la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie, la réunion actuellement du G7, qui, il faut le rappeler, est une réunion informelle et à but économique. Ce qui fait que le dernier communiqué du G7, qui était long comme c'est pas permis, le 24 mars, disait tout et n'importe quoi, et a encouragé même le président Zelensky à dire allons jusqu'à la victoire, puisque le G7, qui est une réunion économique et informelle, demandait à ce que la Russie quitte toutes les frontières, tous les territoires, y compris donc la Crimée. Ce qui fait que ça a donné un fol espoir, je crois, aux Ukrainiens, ce qui n'est pas tout à fait raisonnable lorsqu'on veut peut-être un jour aller vers les négociations. Et actuellement, l'OTAN se présente aussi, cette réunion de l'OTAN qui est extrêmement importante. Qui va se tenir à Madrid. Qui va se tenir à Madrid, et pas simplement pour l'acceptation de la Suède et de la Finlande, mais aussi parce qu'il y aura la définition du nouveau concept militaire de l'OTAN, OTAN 2030. Et ça, nous en parlerons peut-être après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a de nombreuses questions qui se posent, en particulier sur la position que l'Assemblée nationale nouvellement élue en France pourra prendre vis-à-vis de certains engagements et de certaines propositions de l'OTAN. Patrick Martin-Genier, quand Volodymyr Zelensky dit qu'il faut arrêter la guerre d'ici la fin de l'année, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils en ont les moyens, les Occidentaux, aujourd'hui? Non, ça me semble complètement irréaliste. Il faut rendre hommage à cette capacité de résistance du peuple ukrainien, de son président. Mais vous savez, il y a beaucoup d'incantatoires depuis un certain temps. On dit beaucoup de choses et en réalité, ce n'est pas réaliste. Quand on sait que cette guerre dans le Donbass, également dans la Crimée, dure depuis 2014, on ne voit pas bien comment, d'un seul coup, par une baguette magique, cette guerre pourrait prendre fin dans le Donbass cet été. On disait cet été, mais après on a dit au mois de décembre, mais bien évidemment que ça va continuer après. Depuis 2014, ils se battent. Alors, les objectifs du gouvernement ukrainien ont été réduits en ce sens qu'on disait il faut désormais revenir aux frontières d'avant le 24 février. Donc c'est encore une guerre de position, on prend acte d'une guerre de position, mais bien évidemment que cette guerre ne prendra pas fin d'ici cet été ou la fin de l'année. On le sait très bien, c'est parfaitement irréaliste. Et le fait que Vladimir Poutine se rappelle
missiles à la mémoire de tous les dirigeants occidentaux réunis en Bavière en bombardant à la fois Kiev et Kremenchuk, qui est dans le centre de l'Ukraine, montre bien qu'il n'a pas du tout l'intention d'abandonner son objectif. Une frappe qui a fait au moins 10 morts, hein, selon le gouverneur de la région. Christian de Boissieu, cette guerre, elle se joue sur le terrain, bien sûr, mais elle est aussi économique. Est-ce que l'Ukraine a les moyens de tenir sur le long terme ? Je dirais oui, même si la situation économique est terrible en Ukraine, hein, indépendamment ou en plus de la situation militaire, humanitaire, etc. Mais on les aide, il faut continuer à les aider à la fois sur le plan militaire, sur le plan, je dirais, de l'assistance humanitaire. Moi, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, qui concerne la crise alimentaire. Bon, parce qu'on est tous, nous, quand on est en France, on est un peu impressionnés par la hausse des prix du pétrole. Je veux dire, grosso modo, on ne meurt pas si les prix du pétrole passent à 2,20, 2,40 euros le litre. Il y a des pays qui sont en train d'être exposés à une famine et des émeutes de la faim. Je pense à l'Égypte, je vais, comme d'autres, je vais assez souvent dans les pays du Maghreb. Je considère que ça a été abordé au G7, c'est en train d'être abordé en Allemagne. Ça a été abordé là cet après-midi, justement. Oui, mais ils ont demandé à la Russie d'arrêter de... Le G7, il fait d'excellents diagnostics qu'on peut partager, difficile de les contester. And so what? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et cet écart entre, je dirais, des communiqués qui sont à la fois brillants d'une certaine façon, très généraux de l'autre, et pas engageants par ailleurs, cet écart entre ce qui se dit en Allemagne comme dans les précédentes réunions du G7 ailleurs, et ce qu'on ne fait pas est quand même le problème central. On a un vrai problème de crédibilité, il y a un vrai débat sur la gouvernance mondiale. Alors je comprends bien qu'on ne traite pas ces problèmes-là en G20, parce que dans le G20, en principe, il y a la Russie, même si elle a été un peu mise à l'écart. En plus, la Russie a dit aujourd'hui qu'elle allait y participer. Hein. Elle est invitée, mais enfin bon, elle est invitée... je comprends qu'elle y participe pas. J'ajoute d'ailleurs que sur le plan économique, Amiral, on est bien d'accord sur le fait que depuis 1975, première réunion du G7, l'ordre du jour s'est élargi, y compris vers les sujets non économiques. On peut le regretter. Et la puissance économique a bien baissé. C'était 66% en 1975, c'est plus que 45% de la richesse mondiale. On peut le regretter parce que je dirais qu'il y a eu un élargissement des domaines traités. Oui. Et une perte d'approfondissement. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce débat qu'on a à propos de l'Europe, est-ce qu'on peut à la fois élargir et approfondir, on l'a en matière de G7. Et donc, je voulais dire, juste, je termine là-dessus, en même temps qu'il y a la réunion du G7, il y a la réunion des BRICS, qui se tient, si je puis dire, à l'Est, où il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde. Et donc, on a l'impression que le monde, du point de vue de la gouvernance mondiale, est en train de s'organiser autour de deux pôles ou de deux régions qui sont relativement séparées l'une de l'autre. Patrick Martin-Genet, vous vouliez réagir. Ce qui vient d'être dit est tout à fait intéressant, mais vous l'avez bien dit tous les deux, à savoir effectivement en 1975, lorsqu'on a créé ce forum, c'était un forum économique. Oui. Et ce n'est pas une institution internationale. Les résolutions qui sont prises n'ont pas d'obligation juridique obligatoire. Et depuis quelques années, depuis pas mal d'années... Ce sont seulement des déclarations d'intention. Des déclarations. D'ailleurs, le communiqué est préparé bien avant. Et rappelez-vous, Donald Trump, à un sommet du G7 au Canada, avait déchiré le communiqué final parce que ça ne lui plaisait pas. En réalité, ce G7 a voulu s'ériger en une sorte de directoire politique du monde. Et on voit bien aujourd'hui que toutes les limites de cela, dès lors qu'effectivement la Russie n'y est pas. Donc on peut prendre des décisions. On voit que votre correspondant en Bavière disait qu'il y avait des divergences. Donc on voit bien on va en reparler justement après de ces divergences. Sur les volontés des uns et des autres, et que ce directoire politique n'est plus en situation d'entraîner le monde entier, car comme vous l'avez dit, avec la Chine, l'Inde, le Brésil, qui vient de conclure un partenariat avec la Russie, eh bien c'est de plus en plus difficile d'entraîner le monde entier uniquement à travers le G7. Ce n'est pas le moment de négociation avec la Russie, a aussi dit tout à l'heure Volodymyr Zelensky. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, d'ailleurs hier s'est opposé à une solution négociée. Maintenant, on va l'écouter, on en reparle juste après. Il n'y a pas d'accord que le président Zelensky puisse vraiment conclure. Donc dans ces circonstances, le G7, les soutiens de l'Ukraine dans le monde entier, doivent continuer à aider les Ukrainiens à reconstruire leur économie, à produire leurs céréales, à les exporter. Et bien sûr, nous devons les aider à se protéger
Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Michel Lelagareille, je vois que vous vouliez réagir. Bien, écoutez, oui, sur les dissensions au sein de ce groupe qui, en fait, il faut bien voir qu'il y a 6 participants qui appartiennent à l'OTAN, plus le Japon. Alors, la plus-value, quand même, économiquement, est extrêmement importante. Donc, son domaine, c'est l'économique. Ce n'est pas le militaire. Le militaire, c'est cette personne-là. Ensuite, si vous voulez, concernant l'aide qu'ils peuvent apporter, elle est quand même sujette à caution. Et on voit bien que les dissensions essentielles porte en tout cas entre la Grande-Bretagne et la France, peut-être pour des raisons conjoncturelles, sur la capacité à négocier plus ou moins vite. On a vu les très grandes ambassades entre Boris Johnson et le président français. On se demande pourquoi. Parce que quelques heures auparavant, Johnson avait dit, contrairement à la France, il ne faut pas négocier actuellement. C'est un peu un jusqu'au boutiste, un peu un bout de feu. Il est peut-être vexé parce que Biden a dit que l'Allemagne était le meilleur allié des États-Unis il n'y a pas longtemps. Or, les Britanniques essaient par tous les moyens à être les meilleurs alliés, à la fois de Trump auparavant et de Biden maintenant. Donc, ils se taclent de tous les côtés. Mais je pense que sur ce point-là, il faut peut-être se méfier un peu du jusqu'au boutisme de Boris Johnson, sachant qu'un jour ou l'autre, il faudra établir les meilleures conditions possibles ou les moins pires conditions possibles pour négocier. Et pour l'instant, elles ne sont pas réunies, Patrick Martin-Genier ? Non, mais quand on voit Boris Johnson dire qu'il va falloir aider économiquement l'Ukraine, je rappellerai que les États-Unis sont aux avant-postes de cette aide, plus de 40 milliards de dollars, et de surcroît, la Commission européenne et le Conseil européen viennent de décider d'une rallonge financière de 9 milliards d'euros, ce qui est quand même très important. Donc on voit bien que les déclarations de Boris Johnson, c'est peut-être pour essayer de se remettre sur la scène internationale, alors qu'on sait qu'il est très fragilisé sur le plan de la politique intérieure. Je voudrais revenir sur la question de l'énergie. Je veux dire, au fond, le G7 en parle parce que... Et on va en reparler oui, mais juste parce qu'il faut après, en parler. Mais les décisions ont été prises au niveau de la Commission européenne et de l'Union européenne. Alors là, donc, sans la Grande-Bretagne depuis le Brexit. Et il y a eu des décisions relativement importantes sur essayer de réduire notre dépendance par rapport au pétrole russe. On a beaucoup plus de difficultés sur la question du gaz, parce que là, il y a des dissensions bien connues entre, d'un côté, l'Allemagne, qui reste encore dépendante à 35 ou 40% du gaz russe, et puis des pays comme la France qui le sont moins. Mais je veux dire par là, par rapport à la question de savoir si on a affaire à des recommandations un peu vagues, un peu vaseuses, ou des début de décision, je crois que c'est au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, qu'on essaye d'affirmer une gouvernance, y compris vis-à-vis dans le rapport avec la Russie. Le G7, moi je répète, quand je fais le bilan du G7, excusez-moi de le dire, bien avant l'Ukraine, depuis qu'il existe, je trouve qu'il y a quand même un écart entre les intentions qu'on avait et ce qu'on a réussi à faire. La gouvernance mondiale est quasiment inexistante. Les organismes internationaux dans cette affaire-là, moi je les attends. De la même manière qu'avec le Covid, j'attendais une OMS qui soit un peu plus efficace et anticipatrice. L'OMS a été suiveuse en matière de Covid. Là, l'ONU, par rapport à cette affaire-là, sert à quoi? Où en est la gouvernance mondiale? Donc je suis désolé de dire ça, moi qui suis plutôt optimiste dans la vie, pour lequel le verre est en général à moitié plein, là je trouve qu'il est à moitié vide. En tout cas, le G7 a tout de même voulu montrer son unité face à la Russie dans cette guerre. On va écouter Joe Biden, le président américain. Il a donné le ton hier en arrivant en Allemagne. Nous devons rester soudés, parce que Poutine espère depuis le début, d'une manière ou d'une autre, que l'OTAN et le G7 se divisent, mais ça n'a pas été le cas et nous ne nous séparerons pas. Nous ne pouvons pas laisser cette agression perdurer telle qu'elle et les laisser s'en tirer comme ça. Tetiana Ogarkova, beaucoup de déclarations d'intention, on vient d'en parler, et en même temps quand même un message d'unité de la part de ce G7. C'est important pour les Ukrainiens ? Écoutez, oui, le message est là, il est important, c'est un message solidaire, mais quand on est sur le terrain, quand la réalité de la guerre est ici tous les jours, avec chaque jour on apprend la mort de nos amis, de gens qu'on connaît, ce n'est pas du tout abstrait, on connaît des gens qui meurent sur le front, c'est très souvent malheureusement qu'ils ont 18 ans, qu'ils ont 25 ans, qu'ils ont 30 ans, 40 ans, ce sont nos amis, ou les enfants même de nos amis. Quand chaque jour on voit les actes terroristes de la Russie,
les appels de Volodymyr Zelensky de faire tout le possible pour arrêter cette guerre avant, donc durant cette année, voilà, jusqu'à décembre, ça nous paraît très long en fait. Et donc la discussion qui suit, que ça peut paraître irréaliste puisque ceci ou cela, puisqu'il y a des tel argument ou autre argument, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de tel autre partenaire, ça nous chagrine, puisque tout simplement, quand vous vivez la réalité de la guerre, vous n'avez qu'une seule volonté, que ça cesse immédiatement. Et je vous rassure que si justement la Russie arrive à contrôler l'Ukraine, ce qu'il va faire justement sans cette aide occidentale nécessaire, il ne va pas s'arrêter là et donc il y aura une agression à suivre. Donc il serait peut-être beaucoup plus intéressant de concentrer l'effort. Et les questions de temps, en fait, de concentration d'efforts dans le temps court, il est très important pour les partenaires occidentaux de l'Ukraine. On fait tout le possible qu'on peut sur le terrain, mais avec l'aide, on peut terminer vraiment cette guerre beaucoup plus rapidement et d'une manière efficace. Le fait de la rallonger, de livrer, je ne sais pas si César, quand il nous en faut 1000 systèmes de ce type, ça ne joue que rallonger cette guerre qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'Europe, ni de l'Ukraine, ni en fait de tout le monde. Donc rallonger la guerre, ça veut dire créer des problèmes supplémentaires pour l'Europe, notamment la famine, notamment les immigrés. La Russie va jouer là-dessus, bien sciemment, bien sûr, avec les vagues d'immigrés qui vont arriver où? Ils vont arriver en Europe. Après, la Russie va transformer ceci en armes, en fait, en faisant du chantage. Donc, il nous faut vraiment une concentration d'efforts, de ne pas faire des calculs, de concentrer l'effort pour arrêter, pour procéder à ce démontage de l'armée russe au plus vite possible. Les soldats ukrainiens sont sur le terrain, ils sont en capacité de combattre, ils sont en nombre suffisant en fait pour faire face à l'armée de la Russie. Il nous faut juste les armements lourds, justement, et dans les délais qui ne sont pas en octobre ou en novembre. Il nous les faut maintenant, et donc pas en quantité de 10 systèmes ou 20 systèmes, il faut vraiment des systèmes en nombre, et je vous assure, ça sera dans l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas l'intérêt de l'Ukraine seule, c'est dans l'intérêt de toute l'Union européenne ou du G7 et toute en fait, civilisation occidentale. Michel Olagaray, les livraisons d'armes, elles ne vont pas assez vite. Les sanctions ne sont pas assez puissantes. Aujourd'hui, la réponse occidentale n'est pas à la hauteur. Les sanctions sont économiques. Monsieur de Boissieu sera bien mieux placé que moi pour répondre sur leur efficacité à court, moyen et plutôt long terme. En ce qui concerne les approvisionnements en armement, c'est toujours très difficile de transformer 40 milliards en armement sur le front. À partir du moment où la Russie a quand même, au bout, après un certain nombre d'erreurs, a compris qu'il fallait concentrer ses forces sur le saillant de Sévérodonetsk qui est tombé, dont on savait tous qu'il allait tomber. On ne voyait pas très bien comment il pourrait faire autrement. Ce n'est pas 16 canons César, si vous voulez, qui peuvent changer le cours des choses. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure, ou quand j'ai entendu dans un reportage que le conflit pourrait être gelé en novembre prochain, moi, j'aimerais bien qu'il se gèle très vite, au propre comme au figuré. Parce que pour l'instant, la dynamique est du côté russe, avec une concentration des forces à l'endroit où ça fait mal, à l'endroit où tentent d'obtenir leur objectif, réduit bien sûr, de Donbass. Mais qui dit que l'armée ukrainienne va résister? Et qui dit que sur son élan, la Russie n'ira pas plus loin? Car si vous voulez réclamer le Donbass, ça ne s'arrête pas, un peu comme Tchernobyl qui s'arrêtait aux frontières, vous savez, les radiations, les poussières radioactives. Là, pourquoi ça a commencé par la Crimée en 2014 et finalement... Pourquoi s'arrêterait-il aux traits pointillés qui sont limites administratives du Donbass? Non, pas du tout. Par ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose. Je trouve que cette mise en scène du G7 a quelque chose d'indécent. Au moment où, comme vous l'avez souligné, monsieur de Boissieu, que le pétrole ou que l'essence double de prix, les économies occidentales pourront le supporter, alors qu'il y a des gens qui craignent la faim et qu'il peut y avoir à nouveau des émeutes de la faim. Donc moi je trouve que c'est l'ancien monde que nous voyons maintenant, et si on veut passer, comme l'a dit le président, à l'économie de guerre, c'est autre chose. Il faudrait se pencher sur ce que c'est qu'une économie de guerre. La Russie, me semble-t-il, est déjà bien plus avancée que nous dans ce chemin-là, parce que peut-être elle avait ce projet depuis
beaucoup plus longtemps que nous, puisque c'est préparée. On va en reparler de la Russie. Patrick Martin-Genier, les sanctions, elles sont insuffisantes aujourd'hui. La réponse occidentale n'est pas à la hauteur. C'est difficile à dire parce qu'on dit que ces sanctions sont inefficaces. Il y a eu des sanctions aujourd'hui sur l'or. Enfin, ils se sont mis d'accord pour des sanctions sur l'or, mais l'or, c'est seulement 5% des exportations de la Russie. En plus, le porte-parole du Kremlin a dit que ça, c'était pas un problème pour eux. De la même façon que n'était pas un problème ce défaut de paiement sur des intérêts de 100 millions de livres ou de dollars parce qu'ils s'étaient préparés à cela et que c'était à cause du fait que... Justement, on va écouter, je vous coupe, on va voir Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, ce qu'il a dit à ce propos. Je vais vous laisser reprendre derrière. Les paiements mentionnés ont été reçus par l'agent payeur, le National Settlement Depository. Le même jour, ils ont été rapidement remis au système international des transactions sur les titres pour un transfert ultérieur aux clients. Les paiements en dollars américains ont eu lieu le 24 mai 2022 et les paiements en euros le 25 mai 2022. Voilà, c'est la réponse donc, de la Russie à cette idée de défaut de paiement sur sa dette. C'est ce qu'a annoncé Bloomberg notamment tout à l'heure. Oui, et on est en train de nous dire que l'Occident se punit lui-même, puisque la Russie semble honorer ses engagements financiers. Et il faut dire que la Russie s'était préparée depuis assez longtemps à ces sanctions économiques. Et aujourd'hui, peut-être qu'à moyen terme, je ne sais pas, cela aura une efficacité. Mais toutes ces sanctions contre les oligarques, on n'en voit pas bien les effets. Il paraît qu'il y a de l'inflation en Russie, mais pour l'instant, on n'en voit pas des effets tangibles. De la même façon que ce défaut de paiement, eh bien, on n'en voit pas les conséquences directement. En d'autres termes, la Russie, qui est quand même un sous-continent, qui a noué des relations internationales avec la Chine, les pays du BRICS tout à l'heure. Là, le Brésil vient de signer un partenariat important avec la Russie. On voit bien qu'ils ont contourné ces sanctions économiques et qu'en réalité, on est en train de nous dire, finalement, ça va affecter bien plus l'Occident et l'Europe. Lorsque ça a été dit, lorsque demain, il faudra payer le prix du litre d'essence, du gasoil, 2,50 €, 3 €, et qu'il faudra payer encore plus notre facture de gaz et d'électricité, là, effectivement, je pense que d'ores et déjà, on pourra voir qu'il y a une fracture et je pense que la Russie joue là-dessus. Par ailleurs, ce que me disait Mme Mogarkova est tout à fait justifié. Effectivement, ce qui est l'intérêt, c'est pas uniquement l'intérêt de l'Ukraine, c'est l'intérêt de l'Europe, on le voit bien aujourd'hui. Car avec ce boycott, cette crise alimentaire, le fait de ne pas pouvoir exporter des céréales va provoquer effectivement des émeutes de la faim, on en parlait tout à l'heure, dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, l'Égypte, le Liban, qui est dans une situation catastrophique. Et cela peut avoir des conséquences en termes migratoires sur l'Europe. Et là, effectivement, on verra que la solidarité va s'effriter. C'est ça, les opinions publiques vont suivre derrière ces sanctions. Écoutez, les sanctions, je pense qu'il fallait les prendre. Donc, je commence par dire ça, pour dire ensuite que ce n'est pas complètement efficace, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Ce n'est pas totalement efficace pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Plus on durcit, plus on fait monter les prix du pétrole et du gaz, et plus ça profite aussi d'une certaine façon à la Russie qu'on essaye d'atteindre. Donc la Russie compense par les valeurs, par les prix, ce qu'elle perd sur les volumes. Et quand vous regardez l'évolution des exportations de la Russie depuis quelques mois, ça n'a pas baissé. Bon, leurs importations... Et puis il y a le rouble qui a rebondi parce aussi, que le solde extérieur russe, de manière paradoxale, s'est beaucoup amélioré depuis quelques mois, avec des exportations qui se maintiennent, avec cette compensation entre les prix et les volumes, et d'autre part les importations qui ont été réduites. Bon, les sanctions sont contournées, j'allais dire, par l'Orient, par l'Est, d'une certaine façon, et ça, je veux dire, l'attitude de la Chine, qui est quand même... Je ne sais pas s'il faut dire qu'elle est ambiguë ou pas ambiguë, parce que depuis le début, elle n'est pas tellement ambiguë. Bon, l'Inde aussi, je veux dire, on n'est pas tout seul. Il y a quand même une partie du monde qui est en train de continuer à faire des affaires avec les Russes. Bon, et ça, il ne faut pas l'ignorer. Troisième point, l'opinion publique. Vous parlez de l'opinion publique et de la population russe. Moi, j'ai dirigé des missions... L'opinion publique aussi européenne. Oui, mais parlons de la Russie, parce que les sanctions, ça visait aussi à faire en sorte que l'opinion publique en Russie, les Russes, fassent un peu pression sur leur gouvernement. Alors, la situation économique en Russie, elle est compliquée. Vous avez parlé de l'inflation, chômage. La plupart de nos entreprises et nos banques sont parties. Beaucoup d'entreprises occidentales sont parties. Il y a une montée du chômage. Il y a de l'inflation, montée du chômage. Si ça se passait chez nous, dans les pays occidentaux, il y aurait une sorte de pression de l'opinion publique. On voit bien, avec 5% d'inflation en France, un peu plus de 5%, ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard qu'on est en train d'adopter la loi sur le pouvoir d'achat. Les Russes,
et ça m'a frappé quand j'ai travaillé entre 92 et 98 sur la Russie, ils ont par nature, par culture, une sorte de résilience, de capacité de résistance à une dégradation de la situation économique et sociale, parce que pour eux, Poutine est un génie parce qu'il essaye de restaurer l'Empire russe. Quand je débarque à Moscou en 92, Gorbatchev, qui était un génie pour nous, était un salaud pour les Russes, parce qu'il avait en quelque sorte désagrégé l'Empire russe. Donc il faut bien voir que l'opinion publique, les Russes en ce moment, ils souffrent dans leur vie économique et sociale. Il y a des L'opinion publique qui est quand même, il faut le dire, totalement verrouillée depuis le début de cette guerre. Ils sont en économie de guerre déjà. C'est verrouillé les médias, bien sûr, mais je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de Russes qui sont en train de soutenir ce qui se passe. Bien sûr. Ils sont déjà en économie de guerre. Et du point de vue du marché du blé, on en parlait tout à l'heure, la Chine devient maintenant le premier importateur de blé russe. Or, la Chine, jusqu'à présent, était importateur, mais important, par millions de tonnes, de blé américain. Or, il se trouve que maintenant, le blé américain, n'ayant plus de débouchés sur la Chine, va se retrouver sur le marché, lui aussi. Alors, c'est un blé OGM, etc. Mais les peuples qui ont faim vont peut-être pas regarder s'il y a beaucoup d'OGM dans le blé américain. Donc, ce blé-là, si vous permettez, il va venir. Excusez-moi de vous couper. Je vous en prie. L'Afrique, on en a parlé. Macky Sall, président du Sénégal. Le Sénégal préside l'Union africaine jusqu'à la fin janvier. Macky Sall a été voir Poutine à Sochi. Qu'est-ce qu'il a dit, Macky Sall, le président sénégalais? Il a dit, voilà, vous nous mettez dans une position impossible sur le plan alimentaire, et aussi parce que vous nous demandez, à nous, Africains, de payer les importations africaines de blé russe, de les payer en roubles. C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui rajoute une contrainte. Les Russes nous demandent de payer leurs exportations, nos importations en roubles. Et je répète, un sujet sur lequel l'Afrique en ce moment est très contrainte, parce que les roubles, ils ne sont pas évidents à trouver. Et je répète, l'Afrique, vous l'avez dit, l'Afrique, les Africains, ils ont besoin... Comme tout le monde, ils ont besoin de manger. Et je suis très inquiet pour les mois qui viennent sur ce qui peut se passer dans un certain nombre de pays africains ou du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Voilà pour les conséquences de cette guerre. Et puis, j'aimerais qu'on revienne aux sanctions, quand même, ces sanctions occidentales, sanctions renforcées au G7, en tout cas qui ont été annoncées. Même si elles ont un impact sur l'économie russe, Patrick Martin-Genier, on l'a vu, il y a quand même de l'inflation. Il y a du chômage. Il y a du chômage, elles ont quand même un impact. Mais même si l'économie russe s'effondrait, Vladimir Poutine, ça ne l'arrêterait pas. Non, je crois qu'il y a l'aspect politique, comme vous l'avez dit. Il est dans une entreprise d'impérialisme, de reconquête des anciens glacis soviétiques. Vous l'avez dit, il a le soutien de la population. Mais quand même, si demain l'économie russe devait s'écrouler, je pense qu'il pourrait y avoir un impact de la même façon que certains jeunes Russes ont refusé de s'engager dans l'armée. Car aujourd'hui, Vladimir Poutine est obligé d'aller chercher des recrues parmi la population défavorisée. Est-ce qu'il y a une contestation qui commence à monter un peu en interne, parce qu'on n'a pas vraiment... Oui, il y a quand même eu, lors de ce défilé du 8 mai, victoire contre le nazisme, il y a des gens qui ont refusé de porter, porter le message de la victoire, qui ont désavoué Vladimir Poutine. Ça reste une minorité. Il y a des gens qui ont été arrêtés, transportés dans des commissariats, parce qu'il y en a quand même certaines personnes courageuses qui acceptent de contester le pouvoir en place. Et on sait que les gens qui le contestent, notamment des journalistes, dans un média en ligne indépendant également des mères de famille, eh bien, ce sont des gens qui sont systématiquement gardés à vue dans des commissariats, voire enfermés. Il y a une terrible dictature, une chape de plomb. Mais si demain l'économie russe devait s'écrouler subitement, imaginons un super défaut de dette, eh bien même le fait que la Russie soit un sous-continent à elle toute seule ne suffirait pas. Et si demain également Vladimir Poutine devait aller plus loin, notamment en matière de menaces nucléaires, on l'a bien vu que c'est facile de faire des menaces nucléaires, mais si demain il devait mettre en cause la sécurité de la Russie, je ne suis pas certain qu'il serait suivi par l'état-major militaire et politique. On va retrouver à Kiev Tetiana Ogarkova. Vous vouliez réagir à tout ce qui est en train de se dire? Oui, tout à fait. On discute en fait. Ici en Ukraine, on trouve, je m'excuse, mais un peu naïf, cette idée que les sanctions économiques, quand ils nuisent à la vie de la société russe, qu'ils puissent avoir un impact sur justement
les protestations, puis d'autres manières de changer le pouvoir et puis diminuer le soutien de Poutine. Malheureusement, ce qu'on voit, parce qu'on est quand même voisins, on a plusieurs liens avec la Russie, on est plusieurs liens de famille, on parle leur langue, on voit qu'est-ce qu'ils pensent en fait, ce qu'ils font. On voit qu'ils sont malheureusement à cet état de leur société absolument incapables de changer la cour de l'histoire. Puisque s'il y a une possibilité de changer la cour de l'histoire en Russie, ça sera, et ce qu'on espère en fait, par le coup d'État, par l'état-major justement, par les militaires, par le KGB, par tout ce que vous voulez, mais malheureusement pas par la population russe qui déjà pour la plupart, en fait, selon les sondages, soutient Poutine, même si ceux qui ne soutiennent pas Poutine, ils ont tellement peur de s'exprimer, sans parler du fait de faire quoi que ce soit de tangible, de réel, contre ce pouvoir, parce qu'on ne peut pas compter malheureusement sur le peuple russe pour le cours de l'histoire aujourd'hui. Malheureusement, je dis parce qu'ils sont 140 millions, ils sont 2 fois même plus que les Français en fait. Imaginez 140 millions, c'est énorme, mais malheureusement, on les trouve dans la capacité d'agir, dans la capacité apprise malheureusement par ce régime autoritaire qui s'est installé progressivement durant 20 ans. On ne peut pas malheureusement pas compter sur les Russes. On peut compter un peu sur les Biélorusses. Là, il y a plus d'intrigues en tout cas. Notamment si Loukachenko, le président autoproclamé, décide sous cette pression énormissime de Poutine d'entrer dans la guerre, on a toujours des doutes, mais si toutefois il donne un ordre aux chars biélorusses d'entrer ici, on a quand même un espoir qu'un nombre de militaires biélorusses peuvent se mettre de notre côté, ce on ne peut pas dire malheureusement pour la Russie. Je répéterai mon message important, c'est que c'est bien dans l'intérêt de tout le monde de faire cette guerre courte, puisque prolonger cette guerre, transformer l'Ukraine en Afghanistan, en deuxième Afghanistan, ça ne serait pas dans l'intérêt ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de l'Ukraine. Nous sommes là tout près, on est beaucoup, on a plusieurs millions. Il y a bien sûr des gens qui sont partis de l'Ukraine, mais il y a toujours des millions qui sont là, qui sont prêts à se battre. Nous avons besoin de soutien. Et donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde d'imposer le plus de sanctions possible, bien sûr, possible aujourd'hui, et de livrer autant d'armement que vous pouvez pour arrêter cette guerre au plus vite possible. Michel Olagaray, se diriger vers une longue guerre froide, c'est dans l'intérêt de personne? C'est dans l'intérêt surtout pas du peuple ukrainien et des civils ukrainiens, parce que l'atrocité de la guerre, on la voit de près. Nous en parlons, enfin nous avons l'air d'en parler d'une façon froide, ce qui n'est absolument pas notre sentiment à tous ici autour de la table et même ailleurs. Mais il faut que ça s'arrête, mais les conditions ne sont pour l'instant absolument pas réunies. Vous avez devant vous une Russie qui a l'air déterminée, qui ne recule sur rien, qui ne fait aucune ouverture en termes de négociation. Au moment où ça aurait pu se faire, les Ukrainiens ont voulu pousser leur avantage très très loin. Vous savez, c'est une affaire de balance. Et puis, qui décide, hein? C'est pas nous. C'est une affaire entre Russes et Ukrainiens. Donc, pour l'instant, nous sommes dans une position extrêmement délicate. Il faut que financièrement, l'Ukraine soit soutenue. Ça, le rôle du G7 est important de ce point de vue-là. Et c'est sur ça que le G7 peut vraiment jouer, c'est sur le côté financier. Et ensuite, c'est l'OTAN. Qu'est-ce que vous voulez? Actuellement, moi, je pense qu'une défense européenne serait quelque chose de bien, parce qu'il faut quand même garder une certaine indépendance. Mais ce qui va se décider à Madrid dans quelques jours, c'est aussi un certain nombre d'éléments du style mettre sur pied une force de réaction rapide de plusieurs dizaines de milliers d'hommes et une force de réserve de 300 000 hommes. C'est quand même colossal avec les armements dont disposent l'Europe et l'Occident, bien sûr. Mais ce sont aussi les objectifs. Qu'est-ce que ça va devenir? On parle quand même de désigner la Russie et la Chine comme des adversaires. Ça n'est plus le tout azimut du général de Gaulle, qui permettait de développer une force de dissuasion sans désigner d'adversaire. On dit également que les décisions de l'OTAN, qui seront des décisions très engageantes, se feront à la majorité qualifiée. Alors, est-ce que ça engagera ceux qui n'ont pas voté pour? On ne sait pas. Donc, il y a, et surtout, une internationalisation, enfin, la limite d'action et d'intervention de l'OTAN serait mondiale. Alors, on se dit, où allons-nous? Et il me semble qu'il y a beaucoup de parlements nationaux qui vont se pencher sur cette question. Et je dirais que le nôtre, qui vient d'être élu, dans les conditions que nous connaissons tous, aura intérêt à se pencher là-dessus. Ça sera un de ces défis. De très très près. On n'a plus du tout le temps. Un dernier mot
Oui, derrière 10 secondes. Derrière la Russie et l'Ukraine, il y a également le danger chinois, la Chine face à Taïwan. Et de ce point de vue-là, on est vraiment scruté en Chine. Merci beaucoup à tous les trois sur ce plateau. Merci à Tetiana Ogarkova qui était en Skype avec nous. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.